l'attaque de leur ambassade à Paris. Ils exigent la mise en place de mesures sécuritaires adéquates en faveur de leurs diplomates en France. Enfin, en RDC, les prix des forfaits Internet sont quasiment revenus à leur niveau d'avant l'envolée brutale de fin mai dernier sous une injonction des autorités aux opérateurs. Nouveau round de l'information sur Sika. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Avant le développement de tous ces titres en Côte d'Ivoire, les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, incarcéré depuis 2011 à La Haye, où il est jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, ont lancé ce mercredi une pétition ambitieuse pour réclamer sa libération. Cette pétition en soutien à Laurent Gbagbo, premier ex-président jugé par la CPI à l'âge de 71 ans, vise à recueillir plus de 20 millions de signatures. Elle a été initiée par l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, qui a récemment fêté ses 100 ans, et l'ancien Premier ministre togolais Joseph Kokou Kofigo. Et cette campagne, qui doit s'étirer sur 3 mois, vise à montrer au monde que la place de Laurent Gbagbo n'est pas à la CPI, mais bien auprès des siens dans son pays, a souligné l'écrivain. Premier prix J'aime Torres Bodé, décerné en février dernier par l'UNESCO et qui récompense l'ensemble de l'œuvre de ce pionnier et géant de la littérature africaine. Au Nigeria, 2 Australiens, 2 Nigérians et un Sud-Africain d'une société australienne ont été kidnappés ce mercredi dans le sud-est du pays. L'enlèvement est survenu après une attaque contre leur véhicule. Plus de détails dans ce reportage. Tous sont employés d'une société minière et d'ingénierie australienne, McMahon, sous contrat avec le géant Lafarge Holcim. Ils ont été pris dans une embuscade, puis kidnappés par des hommes armés ce mercredi dans le sud-est du Nigeria, près de Calabar, la capitale de l'État de Cross River. Les ravisseurs ont attaqué le véhicule après avoir tué le chauffeur par balle. Selon un témoin du rapt, ils ont transporté leurs otages dans un bateau à proximité dans cet État côtier et traversé par un fleuve. Les kidnappings pour toucher des rançons sont monnaie courante dans le sud-est du Nigeria, une région pétrolière où œuvrent de nombreuses sociétés étrangères, mais il est plus rare que des expatriés y soient pris en otage. Le haut responsable de la police locale, Dimo Oziobe, dit n'avoir pour l'instant reçu aucune demande de rançon en échange de la libération de ces otages, mais assuré que les autorités faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour les libérer. Une porte-parole du cimentier franco-suisse a dit avoir été informé de cette attaque par son partenaire McMahon qui œuvrait mercredi avec les agences de sécurité pour résoudre le problème. Déjà, des hommes non identifiés avaient enlevé en avril 6 membres d'équipage d'un navire cargo turc au large des côtes du Nigeria, une région de plus en plus frappée par les actes de piraterie maritime. Selon le Bureau maritime international, une organisation basée à Londres, 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu au large des régions pétrolifères du Nigeria. Fin 2015, des pirates avaient enlevé des marins lituaniens, ukrainiens et polonais dans le même secteur, théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes de pirates. Au Gabon, l'opposant Jean Ping est appelé à se présenter aux autorités judiciaires de son pays dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce mardi soir le procureur de la République, Steve Ndong Essame Ndong. Cependant, l'opposant est candidat déclaré à la présidentielle du 25 août prochain, a refusé de déférer à la convocation du tribunal. Il est accusé d'incitation à la haine. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi Tshapou, candidat à la présidentielle censée avoir lieu cette année, a été condamné ce mercredi à 3 ans de prison. L'opposant congolais est impliqué, à en croire la justice congolaise, dans une affaire de spoliation immobilière. Reportage. Ce jugement rend l'opposant pour l'heure inéligible pour le compte de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Le jugement a été rendu par un tribunal de paix de Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC. La Cour donne raison à un ressortissant grec qui accuse l'opposant au président Joseph Kabila de faux et usage de faux pour l'acquisition d'un immeuble dont le plaignant estime qu'il devait lui revenir en héritage. Il faut dire que le propriétaire de l'immeuble objet du litige a déjà fait condamner pour les mêmes raisons Jean-Claude Mouyambo, un autre opposant à Kabila et ex-gouverneur du Katanga. Ce dernier est toujours incarcéré à Makala, la principale prison du pays.
Outre les 36 mois de réclusion ferme, Moïse Katumbi est également condamné à payer une amende de 6 millions de dollars, soit 3 milliards de francs CFA. L'audience s'est tenue en l'absence de l'homme d'affaires, actuellement en soins à l'étranger. Moïse Katumbi a quitté la RDC en mai dernier sous la menace d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État à la suite d'une enquête diligentée par le parquet général du pays sur des soupçons de recrutement de mercenaires. Toujours en RDC, les prix des forfaits Internet sont quasiment revenus à leur niveau d'avant l'envolée brutale de fin mai dernier sous une injonction des autorités aux opérateurs. Fin mai, début juin, le mécontentement grondait parmi la population face à une augmentation subite des prix de l'Internet. En début de semaine, le président de l'autorité de la régulation de la poste et des télécommunications a écrit aux opérateurs pour les sommer d'annuler leurs nouvelles offres tarifaires et non approuvées et exiger des sociétés qu'elles reviennent aux anciennes grilles tarifaires pour Internet. Dans ce pays pauvre où l'accès au web est déjà loin d'être à la portée de l'immense majorité de la population, le retour aux anciens tarifs a été salué par plusieurs internautes. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Congo-Brazzaville. Les autorités ont dénoncé ce mercredi l'attaque de leur ambassade à Paris et exigé la mise en place de mesures sécuritaires adéquates en faveur de leurs diplomates en France. Cette violente attaque est survenue après d'autres actes de dégradation perpétrés depuis quelques mois sur les locaux diplomatiques relevant de la juridiction de la République du Congo en France. Brazzaville s'étonne de la récurrence d'incidents de ce genre en France où les dispositifs sécuritaires ont été renforcés en raison de l'état d'urgence en vigueur depuis plusieurs mois à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Les autorités congolaises exigent que des mesures adéquates soient prises afin d'assurer la sécurité des services diplomatiques congolais en France. The Post a été fermé par les autorités de la Zambie, plus grand quotidien indépendant du pays. Il aurait manqué de payer des impôts. Le rédacteur en chef accuse le gouvernement de censure, et ceci à 2 mois de l'élection présidentielle. Reportage. L'intervention a été effectuée mardi soir. Les bureaux de The Post ont connu leur fermeture effective par la police et le service des impôts. Mercredi, les employés du journal attendaient impuissants devant les locaux de leur quotidien. Quand ils sont venus, on leur a montré qu'on avait en fait payé la quasi-totalité de la somme demandée. Voici les mensualités de paiement qu'on a montrées au gouvernement qui montrent qu'on a presque tout payé. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas eu accès à l'argent, donc ils considèrent qu'on n'a pas payé. Pour les victimes de cette opération, ainsi que les observateurs, il s'agit d'une technique politique en vue de la prochaine élection présidentielle programmée le 11 août prochain. En regardant la situation, ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est comme une agression envers les médias. Ça aurait pu être compris si le gouvernement avait prévenu le Post à l'avance au lieu de fermer les locaux. Je crois que c'est le seul média dont dépendent les leaders et les partis d'opposition. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de congrès fiscal pour les entreprises comme le Post. Et je crois qu'il était prudent pour le gouvernement d'agir ainsi. Cet argent était sûrement destiné à construire des cliniques, des hôpitaux et à fournir des médicaments aux hôpitaux gouvernementaux. De son propre aveu, le journal devait 4,8 millions de dollars au fisc zambien. Mais selon le responsable du quotidien, cette fermeture est illégale. Une partie de la somme a été payée et une décision de justice interdit la fermeture de l'établissement. Notons que The Post, créé en 1991, est critique envers le président actuel, Edgar Lungu, candidat à sa propre succession. Au Burundi, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est arrivée ce mercredi pour une visite de 3 jours dans le but d'évaluer la situation sécuritaire dans ce pays plongé, on le sait, dans une profonde crise depuis plus d'une année. La crise émaillée de violence au Burundi a commencé lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un 3e mandat avant d'être réélu en juillet. Et ces violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 Burundais à l'exil. Au Bénin, la sauvegarde et la protection de l'environnement préoccupent l'unité de protection de l'environnement. Le directeur de cette unité, Clément Coton, ont porté leur choix sur les femmes transformatrices de bois
et en charbon dans la commune de Didia. Objectif, leur faire changer d'activité. Les détails. Des milliers de plants d'essence forestière ont été mis en terre à Adameweglo, arrondissement de Mougnon, commune de Didia. C'était en fin de semaine, sous la houlette de Clément Cotan. L'unité de protection de l'environnement soutenue par ses relais communautaires et les agents des eaux et forêts a mis en terre des milliers de plants pour soutenir la COP21. Devenu une tradition pour le directeur général Clément Cotan de l'UPE, qui a choisi depuis des années de reboiser cette commune productrice de charbon au Bénin, ce projet soutenu par plusieurs partenaires a déjà contribué à planter plus de 3000 plants avec à la clé la sensibilisation des femmes. Des interruptions de grossesse, des maladies et le fait aussi qu'elles font une pression terrible sur nos forêts. Elles ne le savaient pas. Et quand elles ont su, elles ont décidé délibérément de se convertir dans des activités génératives de revenus. On a décidé de les accompagner, on les a accompagnés. Maintenant, elles vont plus loin dans l'esprit des accords de la COP21. Elles sont allées plus loin en décidant maintenant de planter. Elles ont planté aujourd'hui, on n'a plus de date. Et elles sont aussi allées plus loin pour voir leur engagement, leur disponibilité. Elles viennent de nous demander une terre pouvant les appartenir. Donc on leur a promis de leur trouver un état sur leur propre terre qu'elles vont planter et qu'elles vont entretenir. Ayant pris conscience du danger qui guette leur localité, ces femmes qui ont activement participé à l'opération ont pris l'engagement de se consacrer non plus à la fabrication de charbon de bois, très dévastateur de l'environnement, mais à la mise en terre de plants. Elles bénéficient à cet effet du soutien financier dans le cadre de leur activité de reconversion. En Égypte, alors qu'une vague de chaleur étouffante touche la capitale, les habitants du Caire s'organisent. Objectif, rendre le mois de jeûne moins éprouvant, puisque nous sommes en plein Ramadan. Suivons quelques Égyptiens qui expliquent leur stratégie pour s'économiser. Je commence à travailler 1h30 plus tôt. Je dois commencer à 7h30, mais je commence à 6h pour éviter la chaleur. Je termine vers midi et après, je reste à Londres jusqu'à la fin de mon jeûne. Dieu nous a demandé de travailler, donc nous travaillons. Et il nous a demandé de jeûner, donc nous jeûnons. Le jeûne est dur seulement pour ceux qui ne sont pas habitués. Nous sommes 3 à travailler ici. Nous changeons les rôles. Je reste à l'intérieur pour emballer et faire les comptes. Mais quand je vois mon collègue qui jeûne aussi et qui travaille sur le grill à l'extérieur, je ne peux pas le laisser travailler sur le grill toute la journée. Donc nous changeons. Pendant la journée, les employés ne peuvent pas travailler. Ils travaillent maximum 2 ou 3 heures sous le soleil avec ce temps. Puis le soir, ils travaillent pour 2 ou 3 heures de plus. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.